lisez de toute urgence Défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. Bienvenue dans la petite histoire, et pour cette fin de mois, à l'approche de l'été, plutôt que de commencer une nouvelle thématique, je vais vous faire une petite émission spéciale. On va parler de la Grande Armée, mais cette fois je ne vais pas vous conter telle campagne, telle bataille ou tel fait de gloire, mais je vais vous présenter en détail les différentes unités qui la composent. Parce que c'est bien beau d'en parler de façon générale, mais il est aussi important de savoir quelles étaient ces différentes unités, leur rôle, leurs caractéristiques. De plus, on en a des belles. Je ne vais pas toutes les faire, je vais faire uniquement les principales, du simple fusilier de ligne au grenadier à cheval de la garde, en passant par les cuirassiers ou les dragons. Allez, c'est parti. Le fusilier de ligne, pour commencer, c'est l'unité de base de la Grande Armée, celle qui compose la ligne, c'est pourquoi ils sont aussi appelés lignards. Ce sont eux qui composent l'essentiel de l'infanterie. Ils sont disposés au centre d'un bataillon formé en ligne pour l'efficacité du feu et pour laisser peu de surface à l'artillerie, et les fusiliers sont par ailleurs équipés sous Napoléon d'une baïonnette amovible. On continue sur du lourd maintenant, les grenadiers à pied de la vieille garde, les fameux grognards. Ils sont l'élite de l'infanterie de la Grande Armée. Leur unité est composée des meilleurs soldats, ceux qui ont montré le plus de bravoure au combat. Pour y entrer, c'est 1m76 et 12 ans de service minimum. Outre le célèbre bonnet à poil et son triangle en laiton, le grenadier à pied de la garde porte la moustache et un anneau en or à chaque oreille. En campagne, il vivait aux côtés de l'empereur et lui était d'une fidélité exemplaire. Et au combat, ils se sont toujours montrés redoutables, notamment à la baïonnette lors de la célèbre bataille d'Eylau dans le cimetière. Ils étaient craints dans toute l'Europe, considérés comme la meilleure unité d'infanterie de leur temps. C'est évidemment mon unité à pied préférée. Un peu similaire, les chasseurs à pied de la vieille garde, à ne pas confondre avec les chasseurs de l'infanterie légère. Dans la garde, ils étaient tout simplement une unité d'élite et c'est ce qui les distinguait. Avec les grenadiers dont on vient de parler, ils forment le gros de l'infanterie de la vieille garde. Les hommes composant ce régiment étaient aussi des vétérans endurcis, au sang-froid exemplaire et ayant participé à de nombreuses campagnes. Alors eux, contrairement aux grenadiers, ils ne portaient pas de plaques métalliques sur leur bonnet à poil, c'est ce qui les distingue le plus facilement, et la taille réglementaire était inférieure, mais ils étaient également toujours aux côtés de l'empereur. On les appelait aussi les grognards. C'était une unité d'élite tout simplement, et leur commandant le plus célèbre n'était autre que le général Cambronne. Les voltigeurs et les tirailleurs maintenant, c'est de l'infanterie légère par excellence. Les voltigeurs font partie des unités ayant le plus combattu. Ils pouvaient être utilisés pour franchir des terrains difficiles en tant qu'éclaireurs, comme infanterie de ligne, ou alors se former en tirailleurs devant la ligne. Les joueurs de Total War savent de quoi je parle. Cette formation espacée devant la ligne, typique des fantassins légers, permettait de faire des ravages chez l'ennemi sans s'exposer à son feu ou à son artillerie. Mais en revanche, bien sûr, cette formation était très vulnérable face à la cavalerie. Passons aux unités un peu plus spécialisées maintenant, l'artillerie et le train. C'est le domaine de formation de l'empereur, l'artillerie. C'est la raison majeure de son succès à Toulon. Et l'artillerie est considérée comme l'arme savante par excellence. Elle était divisée en 3 types d'unités, l'artillerie à pied, l'artillerie à cheval et le train. Ce qu'on appelle le train, ce sont les unités qui étaient chargées du transport du matériel. Sous l'Empire, elle va bénéficier des améliorations du système Gribeauval simplifié et incarne l'une des pièces maîtresses de la stratégie de Napoléon. Pendant des années, les bouches à feu napoléoniennes vont faire pleuvoir le fer dans toute l'Europe, avec un nombre toujours croissant. Il y en a 200, je parle de canons français lors de la bataille d'Eylau, il y en a 500 à Wagram. On parle de 150 000 coups de canon tirés lors de la bataille de Leipzig. Et à plusieurs reprises, en souvenir du bon vieux temps, l'empereur chargera lui-même les pièces d'artillerie de la garde. Les sapeurs et les pontonniers du génie maintenant. Alors les sapeurs, leur mission c'était de détruire les fortifications adverses, théoriquement du moins, parce que l'empereur préférait les utiliser pour l'encerclement des positions fortifiées et même directement pour monter à l'assaut. Quant aux pontonniers, comme leur nom l'indique, ils étaient chargés de construire des ponts pour permettre le passage des armées. Et bien souvent, ils ont permis à Napoléon de déborder l'ennemi. Ils détenaient un rôle capital lors des campagnes
Et ils ont en outre, leur fait de gloire le plus connu, c'est d'avoir sauvé l'armée de la destruction totale au péril de leur vie. C'était vraiment un sacrifice lorsqu'ils ont construit le pont dans l'eau glacée de la Bérésina en 1812 pendant la campagne de Russie. On passe à la cavalerie maintenant pour terminer. On commence par une unité que j'apprécie beaucoup, l'une de mes unités préférées, les lanciers polonais de la garde. Ils sont formés en 1807 et démontrent toute leur bravoure en Espagne pour commencer, particulièrement la célèbre charge de la Somosierra. Et l'expression « saoul comme un Polonais » viendra de cette bataille puisqu'ils étaient complètement bourrés. Ils sont ensuite intégrés comme lanciers dans la garde impériale et sont recrutés parmi la noblesse polonaise et ils sont commandés par le colonel Krasinski. Ils se montrent redoutables pendant la campagne de Russie au point d'être craints par les Cosaques. Ils sont fidèles à Napoléon, ils sont braves, ils combattent sans relâche pendant la campagne de France. Certains vont même suivre l'empereur à l'île d'Elbe et à Waterloo. Les chevaux légers lanciers polonais vont charger vaillamment aux côtés des lanciers rouges. Ils seront dissous à la chute de l'Empire, mais ils restent considérés comme l'une des meilleures unités de cavalerie de leur époque. Les chasseurs à cheval maintenant, c'est l'unité préférée de l'empereur, tout simplement. En témoigne qu'ils portaient régulièrement leur célèbre uniforme vert de colonel des chasseurs à cheval jusqu'à Sainte-Hélène et même pour sa mise en bière. Les chasseurs à cheval appartenaient à la cavalerie légère, ils avaient donc pour mission d'être les yeux de l'armée en reconnaissance, mais aussi de poursuivre les armées en retraite ou alors au combat d'attaquer l'ennemi par les flancs ou par l'arrière. Un régiment de chasseurs à cheval figurait au sein de la vieille garde et ce dernier s'est illustré à de nombreuses reprises au combat comme à Austerlitz ou à Eylau et a souvent dégagé Napoléon de situations difficiles. Les cuirassiers, voilà mon unité de cavalerie préférée. Vous en foutez peut-être, mais je vous le dis. Unité de cavalerie lourde par excellence, les cuirassiers avaient pour fonction principale de briser les lignes ennemies par des charges puissantes. Ils pouvaient également combattre la cavalerie adverse et poursuivre les armées en retraite. Leur charge était si impressionnante que les témoins de l'époque racontent qu'elle faisait trembler tout le champ de bataille, ce qui est formidablement décrit dans Le colonel Chabert de Balzac. Ils étaient surnommés les hommes de fer ou alors les gros frères. Ils ont été commandés par les meilleurs généraux de leur époque, tels Ney et Murat. Ils étaient équipés, comme leur nom l'indique, d'une cuirasse épaisse de 3 mm qui pesait 7 kg. Ils étaient ainsi protégés des coups de sabre, mais pas des balles et encore moins des boulets. Les grenadiers à cheval de la garde, maintenant, un régiment de cavalerie lourde, c'est le plus ancien et le plus emblématique de la garde impériale. Les grenadiers à cheval n'ont tout simplement jamais été vaincus au combat. Tout au long de l'épopée napoléonienne, ils interviennent peu lors des batailles, ils restent généralement aux côtés de Napoléon, mais chacune de leurs interventions donne des résultats spectaculaires. Craints et respectés, ils mettent en déroute la garde du Tsar à Austerlitz, par exemple. Ils exécutent un aller-retour meurtrier dans les rangs russes à Eylau et se montrent décisifs, parfois par leur seule présence, lors de la campagne de France. Après une dernière charge à Waterloo, leur régiment est dissous lors du retour des Bourbons. Les dragons, avec les lanciers, ils forment ce qu'on appelle la cavalerie de ligne, destinée à créer une faille dans les rangs ennemis. Les dragons se déplacent à cheval, mais peuvent également combattre à pied. Sous l'Empire, ils se distinguent notamment lors de la campagne de 1805, puis ils servent essentiellement en Espagne. Satisfait de leur bravoure, l'empereur décide de la création des dragons de l'impératrice, seul régiment de cavalerie de ligne qui intègre la garde impériale. Après l'Espagne, ils se montrent décisifs à Leipzig malgré la défaite, puis lors de la campagne de France, et à Waterloo, ils subiront de lourdes pertes sur le plateau de Mont-Saint-Jean. Les Mamelouks de la garde, c'est une cavalerie légère ramenée d'Égypte par Bonaparte. Ils constituent le premier élément étranger rajouté à la garde impériale. Ils participeront toujours à la suite des chasseurs à cheval à presque tous les combats de l'épopée, se montrant décisifs à Austerlitz, assurant l'ordre en Espagne et participant même à la campagne de Russie malgré le climat. Certains Mamelouks fidèles suivront l'empereur sur l'île d'Elbe. Ils seront présents à Waterloo avant d'être dissous et renvoyés au dépôt de Marseille lors du retour du roi. Beaucoup y seront d'ailleurs assassinés lors de ce qu'on appelle la Terreur blanche de 1815. Les gendarmes d'élite de la garde, créés en 1801, la gendarmerie d'élite était, je cite, spécialement chargée du maintien de la sûreté publique et de la police dans le lieu où réside le gouvernement. Mais ils participent aussi aux campagnes puisque les gendarmes sont chargés de la protection de l'empereur. Ils interviennent en Espagne pour contrer la guérilla, puis à partir de 1812 et de la campagne de Russie, ils sont utilisés comme cavalerie lourde d'élite
et participent pleinement au combat. Les hussards, bien sûr, cavalerie légère emblématique de l'ère napoléonienne, dont le plus célèbre élément n'était autre que le général Lassalle. Voués à des missions d'éclairage et de harcèlement, les hussards ont montré leur bravoure à de nombreuses reprises. Entre autres, ils sont à l'origine de la capture de la flotte hollandaise du Texel en 1795, ou encore de la prise de la forteresse de Sétine avec Antoine Lassalle à leur tête en 1806. Mais plus qu'une unité, hussards était aussi et surtout un mode de vie mêlant alcool, femmes, guerre et bagarre, entre autres. Enfin, pour finir, les carabiniers à cheval. C'est une cavalerie lourde d'élite. Ils étaient, comme leur nom l'indique, équipés essentiellement d'une carabine. Sous l'Empire, on ne comptait que 2 régiments de carabiniers à cheval, mais leur courage va leur valoir de nombreuses pertes, notamment face aux Uhlans autrichiens. Ainsi, à partir de 1810, Napoléon les fait équiper pour les protéger d'une cuirasse jaune, or, pour les différencier des cuirassiers. Elle est tout simplement magnifique, c'est une très belle unité. Et ça conclut parfaitement cet épisode. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro spécial de La Petite Histoire.